Dans une voiture équipée d'une boîte de vitesse manuelle, la position parking est remplacée par le frein à main, dit frein de parquage. Dans une voiture automatique, cette position, désignée par la lettre P, est nécessaire pour démarrer le moteur. La balise de droite est prévue pour délimiter un obstacle temporaire ou un espace de travaux et celle de gauche jalonne un virage. Leur sommet, de couleur rouge, signale que la route est fréquemment enneigée. Cette couleur permet de les rendre visibles dans ces conditions. Suite à un accident matériel, je dois transmettre le constat amiable à mon assureur dans les 5 jours ouvrés suite au sinistre. Je l'envoie, même si la partie adverse a refusé de le compléter ou de le signer. Une voiture, visible dans le rétroviseur extérieur, est en train de me dépasser. Elle n'apparaît plus dans le rétroviseur intérieur car elle est très proche. Je ne peux donc pas dépasser cette camionnette immédiatement. Si j'allumais le clignotant dès maintenant, je risquerais de surprendre son conducteur. Pour avertir, j'attends que le dépassement soit possible. Un GPS amovible placé sur le tableau de bord masque les informations et risque de tomber. Placé sur le siège passager, il oblige le conducteur à quitter longtemps la route des yeux pour le consulter. Je fixe donc mon GPS sur le pare-brise, hors de mon champ de vision direct, c'est-à-dire en bas à droite ou à gauche. J'entre dans une zone 30. En règle générale, les cyclistes sont autorisés à y circuler dans les deux sens. Mais, dans cette rue, le panneau du haut indique que la chaussée est à sens unique pour tous les usagers. Si les cyclistes pouvaient circuler en sens inverse, ce signal serait remplacé par celui-ci. Le conducteur de la voiture rouge ne sait pas nécessairement que j'ai calé. Il peut croire que je me suis arrêté pour lui céder le passage. Cette possible confusion risque de l'inciter à tourner devant moi. Par conséquent, je lui cède le passage, bien qu'il n'ait pas la priorité. Le contrôle technique que chaque voiture doit subir est payant. Il n'est pas effectué sur convocation. Je dois, de ma propre initiative, contacter le centre de contrôle agréé de mon choix afin de prendre rendez-vous pour la visite. Le deux roues que j'aperçois derrière moi se rapproche rapidement. Je surveille sa progression, mais je ne le prends pas en compte pour me rabattre. C'est la voiture que je viens de dépasser et qui est visible dans le rétroviseur intérieur qui m'indique que je suis assez loin pour me rabattre. En raison de la différence de vitesse entre nos véhicules, l'intervalle de sécurité sera suffisant quand j'aurai terminé ma manœuvre. Sur une route non éclairée, je dois rouler en feu de route, sauf si je risque d'éblouir un autre usager. Ici, une voiture me dépasse. Je dois donc passer en feu de croisement pour ne pas éblouir son conducteur par reflet dans ses rétroviseurs. Sur cette chaussée à sens unique, le panneau bleu indique les voies affectées à chaque direction. Pour aller à Pontarlier, j'irai tout droit et resterai dans la voie de droite. Les deux autres voies sont prévues pour les véhicules qui vont à gauche en direction de Montbéliard. La voiture grise confirme, avec le clignotant, qu'elle suit cette direction. Je peux donc la dépasser par la droite. La climatisation par air conditionné augmente les émissions de gaz carbonique ou CO2, responsables des changements climatiques. Elle augmente aussi la consommation de carburant d'environ 15 à 35%.
Il existe 2 formes de conduite accompagnée. L'apprentissage anticipé de la conduite dès 15 ans et la conduite supervisée à partir de 18 ans. En période probatoire, en l'absence d'infraction entraînant un retrait de points, si j'ai suivi un apprentissage traditionnel ou avec conduite supervisée, le solde du permis sera majoré de 2 points par an. Cette valeur s'établit à 3 points uniquement si j'ai suivi un apprentissage anticipé de la conduite. L'enfant en trottinette qui regarde dans ma direction est parfaitement visible. En revanche, le véhicule vert que je croise peut cacher des piétons en train de traverser. Le danger le plus important se situe donc dans la zone 1. Le régulateur permet de maintenir une vitesse constante sans intervention du conducteur sur la pédale d'accélérateur. Cela ne doit pas m'inciter à replier mes pieds sous le siège. Mon pied gauche doit rester posé à côté de la pédale d'embrayage et mon pied droit près du frein afin d'agir sans délai en cas de situation imprévue. Sur une chaussée à sens unique, vous êtes bien placé pour tourner à gauche. Un véhicule manœuvre devant vous. Vous ne pouvez pas vous déporter sur la voie de droite car un motocycliste, visible dans le rétroviseur et très proche de vous, l'occupe. Vous devez ralentir afin de faire face à toute éventualité. Le véhicule qui manœuvre est suffisamment loin pour ne pas constituer de danger immédiat. Vous ne devez donc pas utiliser l'avertisseur sonore. Comme vous restez dans cette voie pour tourner à gauche, vous devez laisser votre clignotant gauche allumé. Je circule sur une voie d'insertion. Cette voie me permet d'accélérer afin de m'insérer dans le trafic à une vitesse suffisamment rapide pour ne pas gêner les autres usagers. Ici, je ne gêne personne puisqu'aucun usager n'apparaît dans le rétroviseur. Par conséquent, j'accélère pour atteindre dès que possible ma vitesse de croisière. Chaque véhicule dispose d'autant de places qu'il peut transporter de personnes. Dans un véhicule à 7 places, il y a le siège du conducteur, plus 6 autres places pour les passagers, qu'ils soient adultes ou enfants. Il est indispensable de faire tous les réglages, y compris celui du siège et du dossier, à l'arrêt. Les faire en roulant est dangereux, car si le siège avance ou recule soudainement, cela risque de surprendre le conducteur, pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule. De plus, effectuer des réglages en conduisant détourne l'attention du conducteur qui doit rester concentré sur la conduite. Commettre un délit de fuite, c'est ne pas s'arrêter, ni chercher à communiquer son identité, après avoir occasionné un dommage corporel ou matériel. Si je ne m'arrête pas alors que je suis le premier témoin d'un accident, je ne commets pas un délit de fuite puisque je n'ai pas occasionné de dommages. Je commets en revanche un délit de non-assistance à personne en danger, ce qui est aussi une faute très grave et lourdement sanctionnée. Circulant en agglomération, je ne peux klaxonner qu'en cas de danger immédiat, c'est-à-dire pour éviter un accident. J'aborde un virage sans visibilité. Des voitures garées dans le mauvais sens m'obligent à empiéter sur la partie gauche de la chaussée. Je dois rouler à vitesse très réduite et placer mon pied au-dessus du frein, mais je ne dois pas klaxonner car il n'y a pas de danger immédiat. Si chaque conducteur klaxonnait au passage, le bruit gênerait les riverains. Afin que les feux tricolores soient plus visibles, leur taille peut varier en fonction de l'environnement. C'est pourquoi ils pourront être plus gros s'ils se trouvent à proximité de panneaux publicitaires. Le refus d'obtempérer à l'injonction d'un agent qui me fait signe de m'arrêter est un délit. Si je commets cette infraction,
j'encours une amende de 3 750 € et une perte automatique de 6 points sur mon permis. Si cette perte de points a lieu pendant la première année de mon permis, ce dernier sera invalidé. De plus, pour cette même infraction, j'encours un emprisonnement de 3 mois et une suspension du permis de 3 ans. Faire des réglages en roulant est dangereux, car mon attention est mobilisée sur ces derniers au détriment de la conduite. De plus, en réglant le siège de cette façon, je risque de faire un faux mouvement qui pourrait entraîner une perte de contrôle. Même si je suis pressé, je dois régler mon siège et les rétroviseurs à l'arrêt. Je serai aussitôt en bonne position pour conduire. Une conversation téléphonique est dangereuse pour la conduite, même avec un dispositif Bluetooth sans oreillette. En effet, téléphoner en conduisant réduit la vigilance, ce qui entraîne une augmentation du temps de réaction. Cette occupation rétrécit aussi le champ visuel, car un conducteur qui téléphone regarde moins les intersections et ses rétroviseurs. Enfin, le risque d'accident n'est pas multiplié par 2, mais par 3. Pour traverser la chaussée, un piéton est tenu d'emprunter un passage matérialisé, s'il y en a un, à moins de 50 mètres. La jeune fille n'est pas à sa place, car elle devrait s'engager sur le passage et non à côté. Comme elle regarde devant elle, elle ne me voit pas. Si je passe, je la mets en danger. Par conséquent, je m'arrête afin qu'elle termine sa traversée. En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat, ce qui n'est pas le cas ici, car j'ai le temps de m'arrêter. Je ne klaxonne pas. Les panonceaux précisent que l'obligation de laisser une distance de sécurité d'au moins 100 mètres s'adresse uniquement aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et aux véhicules transportant des marchandises dangereuses. Je ne suis pas concerné par cette obligation, mais je dois toutefois respecter l'intervalle de sécurité réglementaire qui correspond à la distance parcourue en 2 secondes. Avant d'ouvrir la portière, pour s'assurer de ne gêner aucun usager, il faut regarder non seulement dans le rétroviseur, mais aussi se retourner pour vérifier que personne n'est caché dans l'angle mort. Il est donc nécessaire d'ouvrir la portière avec la main droite, ce qui facilitera ce mouvement de la tête. Cette conductrice n'utilise donc pas la bonne main. J'approche d'un passage piéton et le camion qui masque la visibilité ne permet pas de m'assurer qu'aucun piéton ne traverse. Dans ce cas, je ne dois pas continuer le dépassement de ce véhicule. En augmentant mes distances de sécurité et en observant attentivement le comportement des autres usagers, j'anticipe les situations de circulation, ce qui permet une conduite plus souple et régulière, limitant les accélérations et freinages à répétition, gros consommateurs d'énergie. Ainsi, j'économiserai du carburant. Ce panneau signale la sortie d'une zone de rencontre, c'est-à-dire une zone limitée à 20 km/h, ouverte à tous les usagers et où les piétons prioritaires sont autorisés à circuler sur la chaussée. Ce panneau de fin de zone n'interdit aucun accès. En revanche, les piétons devront à nouveau marcher sur le trottoir. Le covoiturage consiste à utiliser une seule voiture pour le transport de plusieurs personnes qui se rendent au même endroit. Cette pratique, de plus en plus répandue, permet de réduire la consommation et donc les dépenses de carburant. Elle permet également de diminuer la pollution de l'atmosphère et l'intensité du trafic, donc les embouteillages. Ce véhicule roule très lentement pour effectuer des travaux. Mais je ne peux pas le dépasser pour le moment, car une voiture arrive en face. Je reste donc derrière lui. Ce panneau n'annonce pas nécessairement la proximité d'une école, mais un endroit fréquenté par les enfants. Il peut s'agir d'une école, mais aussi d'un terrain de jeu ou d'une colonie de vacances.
Je dois donc ralentir et renforcer ma vigilance, même si je ne circule pas à une heure d'entrée ou de sortie des écoles. Circulant en agglomération, le danger se trouve à environ 50 mètres. L'ouvrier de gauche porte un casque qui l'isole du bruit occasionné par l'appareil qu'il utilise. Klaxonner est inutile, car il ne m'entendrait pas. En outre, l'usage de l'avertisseur sonore est interdit en agglomération, sauf en cas de danger immédiat. Ce n'est pas le cas ici, car roulant à 30 km/h, j'ai la possibilité de m'arrêter. Une voiture arrive en face. Comme elle rencontre l'obstacle, ce sera à elle de s'arrêter si nécessaire. Je dois toutefois rouler au ralenti pour anticiper tout mouvement de la part d'un de ces deux usagers. Il est interdit de circuler de nuit sans feu, même si la chaussée est bien éclairée. En effet, les autres usagers risquent de ne pas me voir ou de me voir trop tard. Comme je roule dans une agglomération dotée d'un éclairage suffisant, je peux utiliser les seuls feux de position qui déchargeront beaucoup moins vite la batterie que les feux de croisement. Un coup d'œil dans le rétroviseur me permet de constater que, quelques mètres auparavant, la chaussée ne comportait qu'une seule voie, celle où je circule. La voie de droite est donc réservée à des usagers qui abordent cette chaussée, à partir d'une autre route. Elle va vraisemblablement se prolonger par une voie d'accélération. En marche normale, je suis bien placé. Le panneau triangulaire annonce un danger non précisé. Le feu jaune clignotant qui le complète attire mon attention sur l'importance de ce danger. Ces deux signaux m'invitent donc à ralentir et à renforcer ma vigilance sans toutefois m'arrêter à cet endroit. Le danger serait à 150 mètres s'ils étaient implantés en rase campagne. Étant en agglomération, ils sont à environ 50 mètres du danger. À 80 km/h, je parcours 25 mètres en une seconde. Je ne peux détourner mon regard plus longtemps de la route car une nouvelle situation, comme un piéton qui traverse, peut se présenter et échapper à mon contrôle. D'autre part, je ne détecterai pas assez d'indices pertinents. En quittant la route des yeux trop longtemps, je risque donc de dévier de ma trajectoire. Le cartouche de couleur jaune, dont le numéro est précédé de la lettre D, m'indique que je circule sur une route départementale. Si j'étais sur une route nationale, ce cartouche serait rouge et comporterait la lettre N. Si je circulais sur une autoroute, il serait également rouge, mais avec la lettre A. De plus, sur autoroute, les panneaux de direction de couleur bleue ne comportent pas le symbole de l'autoroute. La présence de ce panneau avec ce symbole me signale donc que je suis sur une route menant à l'autoroute.